Mercredi 18 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Journée FAO au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Des discussions ont porté sur les rôles de l'eau et d'une alimentation saine. Les détails dans un instant. La Turquie assiste à l'effondrement de ses terres à cause de la pratique de l'agriculture intensive. Une situation provoquée par des pompages des nappes souterraines pour l'irrigation. Et puis plusieurs pays africains vont bénéficier des financements des projets par la Russie pour créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié. Ceci pour augmenter les exportations de ce gaz en Afrique. Au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo, édition 2023, les activités s'intensifient avec la présentation de différents panels. Pour ce faire, le lundi 16 octobre a été désigné journée FAO. Les thèmes choisis à cette occasion sont axés sur le rôle crucial que joue l'eau et une alimentation saine et locale dans l'organisme humain. Léon Sagbo était sur les lieux. Voici son compte rendu. Le Sialo se poursuit avec les présentations de différents panels et autres activités. Le lundi 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation a été dédiée à la FAO. Les thèmes choisis à cette occasion sont l'eau, c'est la vie, l'eau nourrit, qui est également le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année, et manger local pour bien vieillir, produits locaux, l'eau et la nutrition, les personnes du troisième âge. Au cours de la présentation du premier thème, le professeur Neklopé a mis l'accent sur l'importance de l'eau pour le fonctionnement du corps humain afin de garder une santé solide, précisant les conditions de consommation, à savoir la quantité nécessaire pour le corps humain, de celle qu'il produit lui-même et de celle que nous devons consommer par jour, notamment 1,5 litre au minimum. Il a également évoqué le problème de la déshydratation qui se manifeste par une soif intense, la bouche sèche et l'urine plus foncée causée par la non ou l'insuffisance de la consommation d'eau. D'après le professeur, les sources d'eau varient, mais la meilleure conseillée est toujours de boire de l'eau. Nous avons insisté sur boire suffisamment de l'eau. Nous avons besoin de l'eau dans notre organisme pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas les développer ici. Mais ce que nous devons retenir, c'est que cette eau doit être apportée par les boissons, surtout les boissons normales, l'eau naturelle, l'eau du robinet, qui va nous apporter également des micronutriments. Mais cette eau aussi doit être suffisamment propre pour ne pas être source d'autres maladies. Et donc nous avons parlé d'1,5 litre d'eau que nous pouvons prendre comme boisson, mais en même temps sachant que notre propre organisme produit aussi de l'eau qui va être pris en compte, et les boissons que nous buvons, le thé, le café et tous les aliments que nous consommons apportent de l'eau pour pouvoir couvrir le besoin hydrique de l'organisme qui peut aller jusqu'à 2 litres, un peu plus, suivant les personnes. Par ailleurs, le deuxième thème portant sur une alimentation saine à travers la consommation locale a instruit l'Assemblée sur le mode d'alimentation à adopter afin d'éviter certains maux pour être bien portant et bien vieillir. Le professeur Amouzou a notamment insisté sur l'importance de savoir quoi et comment manger en fonction de l'âge. Il a également expliqué que consommer sain et équilibré est la base d'une santé durable, surtout chez la femme enceinte. Nous venons d'échanger avec les participants à cette conférence sur le fait que la nourriture est notre premier médicament. Au niveau de l'alimentation, nous devons privilégier ce que nous produisons nous-mêmes. En maîtrisant cette production, nous avons donc la possibilité de disposer convenablement d'aliments pour la croissance de nos organismes, des aliments énergétiques, des aliments de protection et d'entretien de notre corps pour une meilleure santé. Nous avons, avec les participants, échangé sur la nécessité de tenir compte du cycle de la vie, en ce sens que de la grossesse à l'âge adulte et à la vieillesse,
il y a des étapes et nous devons adapter notre alimentation à chaque étape du cycle de la vie. Nous avons insisté sur la nécessité d'accompagner nos mères qui comportent des grossesses à suffisamment consommer de légumes qui vont leur apporter du fer et de l'acide folique pour une meilleure croissance du fœtus. Après la grossesse, nous avons insisté sur la nécessité d'encourager nos mamans à l'allaitement maternel. Au-delà de 6 mois, nous devons accompagner l'enfant avec le plat familial, mais en faisant attention à ses besoins particuliers, et notamment pour la croissance. Nous devons lui produire suffisamment de protéines, à la fois végétales et animales, pour couvrir ses besoins pour une meilleure croissance. Nous avons insisté surtout aujourd'hui sur les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, à savoir les petites enfances, mais aussi les personnes âgées qui deviennent aussi vulnérables parce que leur système physiologique ne leur permet plus de sentir facilement la soif, de sentir facilement la faim. Donc nous devons les encourager à pouvoir boire suffisamment de l'eau, à pouvoir manger pour pouvoir subvenir à leurs besoins et éviter la dénutrition qui les expose justement à beaucoup de maladies. Il est donc nécessaire de contrôler nos consommations pour un meilleur bon vivre. Le monde dispose désormais d'une évaluation des conséquences des catastrophes sur la sécurité alimentaire et l'agriculture au cours de ces 3 dernières décennies. Le secteur agricole a subi des pertes s'élevant à environ 3 800 milliards de dollars, de quoi inquiéter la FAO. Retrouvons Léon Sabou. Le secteur agricole et la sécurité alimentaire sont en danger constant à cause des catastrophes naturelles, a expliqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans son rapport publié ce 15 octobre. Selon l'institution onusienne, près de la moitié des coûts des pertes, au total 3 800 milliards de dollars, peuvent être attribués aux sécheresses, tandis que les inondations, les tempêtes, les ravageurs, les crises sanitaires et les conflits contribuent également de manière significative à cet impact croissant. Maximo Terrero, économiste en chef de la FAO, explique que les catastrophes produisent de niveaux de dégâts et des pertes sans précédent dans l'agriculture dans le monde. Leur gravité et leur fréquence croissante, de 100 par an à 400 par an ces 20 dernières années, affectent les systèmes agroalimentaires dans de multiples dimensions, compromettant la sécurité de l'alimentation et la durabilité du secteur agricole. Toujours selon le rapport, l'Asie est la région la plus touchée, mais les pertes annuelles moyennes à l'échelle mondiale s'élèvent à 113 milliards d'euros, soit presque l'équivalent des pertes annuelles expérimentées en Afrique, en Europe et dans les Amériques réunies. Néanmoins, par rapport à la production contrefactuelle, les pertes semblent importantes dans plusieurs régions d'Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Le continent est également le plus touché en ce qui concerne les risques liés au climat. La FAO a aussi constaté une augmentation significative du nombre de catastrophes, passant d'une centaine par an dans les années 1970 à environ 400 ces 20 dernières années. Cet impact pourrait s'intensifier, exacerbant encore les vulnérabilités sociales et environnementales existantes. L'adaptation aux défis du changement climatique et de la protection de l'environnement en Afrique est une approche développée au Bénin avec le Centre régional Songhai, spécialisé dans l'innovation et dans le domaine agro-pastoral. À cet effet, l'écologiste béninois Godfrey Nzamdjou a lancé dans la promotion d'une alternative basée sur le principe de recyclage d'eau, de déchets et de l'agroécologie. Irène Papadina pour plus d'explications. Situé à Porto Novo au Bénin, le Centre régional Songhai œuvre pour la révalorisation du capital environnemental et le développement durable par l'agriculture. Sur près de 32 hectares, Godfrey Nzamdjou, directeur du Centre régional Songhai, s'investit dans la promotion de l'agriculture respectueuse de l'environnement depuis 36 ans. Dans son centre, le concept zéro déchet pour une agriculture saine et durable est effectif.
Plusieurs approches sont exploitées pour s'adapter aux défis du changement climatique et de la protection de l'environnement. Du recyclage d'eau d'évacuation au recyclage de déchets agricoles et de la ferraille, tous ces moyens sont bons pour atteindre son objectif qui est d'adapter l'agriculture aux réalités africaines pour le développement durable. Le recyclage d'eau pour l'alimentation du système d'irrigation passe par un processus d'épuration. Grâce à une pompe mécanique, l'eau est pompée afin d'être rejetée dans un barrage multifonction couvert de jacinthes d'eau. Cette plante aquatique capte le carbone et contribue non seulement à la production de la biomasse, mais aussi à l'élevage du poisson. Des machines agricoles sont fabriquées dans le centre Songhai grâce au recyclage de la ferraille et métaux. Ces objectifs visés sont entre autres la création d'emplois et la réduction des importations des machines agricoles. Godfrey Nzamjo milite pour la renaissance de l'Afrique par la production agricole intégrée. Dirigeants, entreprises de gestion des déchets, fournisseurs de solutions de recyclage, organisations non gouvernementales et chercheurs sont attendus du 23 au 25 janvier 2024 dans la capitale algérienne Alger pour le tout premier forum mondial des déchets. La rencontre sera axée sur l'innovation qui contribuera à établir des modes de consommation au 12e objectif de développement durable ODD 12. Regardez. Après des actions singulières pour mettre fin à la pollution par les déchets dans le monde sans aboutir à une éradication définitive du phénomène, les acteurs du domaine envisagent de trouver une solution commune et définitive à la crise des déchets sur la planète. Durant 3 jours, ils seront réunis à Alger, la capitale de l'Algérie, pour le tout premier forum mondial des déchets. L'Agence algérienne des déchets AND organise la grande messe qui aura pour cadre le Centre international des conférences d'Alger sur la côte méditerranéenne. Parmi les sujets qui seront abordés lors de cette première édition du Forum mondial figurent la gestion des déchets et de l'économie circulaire, la gestion des déchets et les énergies renouvelables, la gestion des déchets et la formation professionnelle, la gestion des déchets et les technologies propres, ainsi que les services et expertises en matière de conseil et de financement. Les participants au Forum mondial des déchets auront également la possibilité de rencontrer des partenaires d'affaires potentiels et de développer des réseaux professionnels pour de futurs projets. L'Afrique, en tant que l'un des continents les plus pollués par les déchets, a besoin de cette expertise et de ces constats si elle veut dévier les pronostics. Selon le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, la production des déchets en Afrique devrait atteindre 244 millions de tonnes par an d'ici à 2025, ce qui devrait davantage éloigner le continent du 12e objectif de développement durable ODD 12 qui vise à établir des modes de consommation et de production durable, notamment dans le secteur des déchets. Le tribunal de l'environnement et de la terre de Nairobi a suspendu la décision du président William Ruto qui avait autorisé la reprise de l'exploitation des forêts après plus de 5 ans d'interdiction. Irène Papadine. Le président kenyan avait expliqué que la reprise de l'exploitation forestière visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers et qu'elle ne concernait que les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'État. Pour la justice, cette mesure est nulle et non avenue en raison de l'absence de débat public. L'interdiction de l'exploitation des forêts avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. Pour les défenseurs de l'environnement, le président William Ruto est allé à l'encontre d'une promesse de sa campagne présidentielle où il promettait la plantation de 15 000 arbres sur toute l'étendue du territoire. Le tribunal de l'environnement et de la terre de la capitale kenyane a toutefois autorisé l'abattage de 5 000 hectares d'arbres matures en conformité avec une évacuation menée par une agence gouvernementale et une réglementation en vigueur. Le rapport 2023 sur les objectifs de développement ODD en Afrique note que le continent est en retard dans la progression vers les cibles de l'ODD 7, à savoir garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable d'ici à 2030. En 2018,
seulement 20% de l'électricité produite en Afrique provenait de sources renouvelables. Regardez. L'Afrique est en retard dans la progression vers les objectifs de développement durable ODD, définis et adoptés par les États membres de l'Organisation des Nations Unies ONU pour améliorer les conditions de vie et protéger l'environnement à travers le monde. En ce qui concerne l'énergie propre et abordable ODD 7, le rapport de 2023 sur l'évaluation des ODD en Afrique constate que le taux d'électrification a augmenté, mais que l'utilisation de combustibles et de technologies de cuisson propres reste limitée. En outre, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables est lent. Malgré son riche potentiel en matière d'énergie renouvelable, en particulier pour le solaire thermique ou photovoltaïque, pour le géothermique ou encore des ressources hydrauliques, l'Afrique demeure marquée par un approvisionnement électrique précaire et inégal. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA, en 2018, moins de la moitié de la population avait accès à l'électricité. Aussi, sur l'électricité produite en Afrique cette année-là, seulement 20% provenaient des sources renouvelables. L'IRENA estime par ailleurs qu'entre 2000 et 2020, 2,8 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables à l'échelle planétaire. Seulement 2% de ces investissements ont été réalisés en Afrique et moins de 3% des emplois mondiaux dans ce type de système énergétique se trouvent sur le continent. Pour rattraper le retard de l'Afrique sur l'ODD, le rapport appelle d'augmenter le financement des infrastructures et des technologies afin de stimuler la production d'énergie durable en Afrique. L'agriculture intensive commence par faire voir ses grands défauts. En Turquie, la terre s'effondre et des trous gigantesques se forment à cause des pompages excessifs des nappes souterraines pour l'irrigation. Une situation qui inquiète les habitants et les agriculteurs. Les explications avec Vivas Aman. Les sols turcs croulent sous l'effet des excès de l'agriculture. De gigantesques trous se forment en Turquie à cause des pompages excessifs des nappes souterraines pour irriguer les cultures. Large de 50 mètres et dont la profondeur peut atteindre les 40 mètres, ces cavités appelées dolines se comptent par milliers dans les champs des agriculteurs turcs, notamment dans la région d'Anatolie centrale. D'après le centre de recherche sur les dolines de l'Université technique de Konya, 2550 dolines ont été recensées en 2021 contre 299 en 2017. Un chiffre inquiétant et une situation très alarmante pour les habitants et les cultivateurs. L'agriculture intensive est pointée du doigt car à l'origine, ces trous se créaient naturellement par l'érosion du calcaire. Mais depuis quelques années, l'augmentation exponentielle de cette doline est due au pompage excessif des nappes souterraines pour l'irrigation. En effet, depuis plus de 60 ans, la Turquie s'est lancée dans la transition vers une agriculture intensive. Ceci a poussé les cultivateurs à creuser des puits plus profonds, provoquant une baisse du niveau des nappes souterraines dans les années 1980 selon le professeur Fethullah Arik, directeur du département d'ingénierie géologique de l'Université de Konya. Il affirme que les baisses du niveau des puits sont passées de 1 à 2 mètres après les années 2000 à 20 mètres ces dernières années. D'après un rapport du Fonds mondial pour la nature, environ 45% de l'eau utilisée à des fins agricoles provient des nappes souterraines. Tous ces facteurs entraînent la formation des dolines dont les conséquences sont considérables. Le professeur Fethullah Arik certifie que les dolines endommagent les habitations, les infrastructures et des terrains agricoles. Ces grands trous représentent aussi un risque pour les habitants. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer à cause de la formation de ces gouffres. Mais certains riverains vivent dans la peur et sont contraints parfois de déménager car des dolines sont tout près de leur habitation. Ce problème des dolines ne se pose pas seulement en Turquie. De gigantesques cavités similaires se sont déjà créées en Australie, en Israël et en Floride aux États-Unis à cause des mines abandonnées, de l'exploitation de sable et le pompage excessif des nappes souterraines. La Russie participera au développement de différents projets de milliards de dollars, des projets qui visent à créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié en Afrique, selon le président de la Chambre de l'énergie. Les pays concernés sont l'Afrique du Nord, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique. Commentaire signé Rafietou Bereko. Plusieurs pays africains entameront divers projets de gaz naturel liquéfié conjointement avec des opérateurs russes, a déclaré Sputnik Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.
Ces projets qui écopent plusieurs millions de dollars visent à créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié dans 4 pays africains, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique, a-t-il claironné en marge de la semaine russe de l'énergie à Moscou. De plus, plusieurs entreprises russes devraient prochainement rejoindre des consortiums au Mozambique, au Congo, au Sénégal et au Kenya afin de les développer. Ainsi, les exportations devraient augmenter de 51% d'ici 2030 pour atteindre un volume de 100 milliards de mètres carrés. Dans un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie, il ressort que l'Afrique devrait considérablement bondir ses exportations dans les années à venir. Le Mozambique devrait voir sa capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié passer de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 16,3 millions en 2030, puis à 31,5 millions en 2035. De même, le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie devraient accroître rapidement leur capacité d'exportation du gaz naturel liquéfié d'ici à 2035, selon ce rapport. Les plateformes de glace de l'Antarctique ont rétréci de façon spectaculaire au cours des 25 dernières années. C'est le résultat publié la semaine dernière par les chercheurs dans une revue scientifique. Viva Samana. 40%, c'est le taux de surface des plateformes de glace flottantes de l'Antarctique qui ont été rétrécis au cours du quart du siècle présent. Dans une étude menée par des chercheurs et dont les résultats ont été publiés récemment dans la revue scientifique Science Advances, il ressort que plus du tiers des plateformes de glace flottantes ont perdu de leur épaisseur en 25 ans. Les chercheurs ont analysé plus de 100 000 images satellites pour mener leur étude. Le constat qui est fait est sans appel. 71 des 162 plateformes de glace du continent blanc ont rétréci en volume entre 1997 et 2021 en laissant fondre 7 500 milliards de tonnes d'eau dans l'océan. En effet, les plateformes de glace sont un prolongement des glaciers du continent et jouent un rôle de barrière entre la mer et la calotte continentale. Elles mesurent plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et ralentissent l'écoulement des glaciers dans l'océan. Leur rétrécissement affaiblit leur rôle de barrière et accélère ainsi la fonte des glaciers. L'auteur principal de l'étude et chercheur britannique Benjamin Davison a indiqué qu'actuellement, l'Antarctique contribue pour une relative faible part à la montée du niveau de la mer et cela pourrait augmenter dans le futur si les plateformes de glace continuent à se détériorer. Paradoxalement, le côté est qui est protégé par une bande d'eau froide est resté stable et a même gagné en volume selon l'étude. La chercheuse britannique et co-autrice de l'auteur Anna Hogg déclare que c'est une preuve supplémentaire que l'Antarctique est en train de changer parce que le climat se réchauffe. Elle rajoute que la diminution ou la disparition des plateformes de glace pourrait affaiblir la circulation océanique profonde qui joue un rôle important dans l'absorption de carbone et de chaleur par l'océan. Rappelons que cette fonte de la plateforme glaciale s'inscrit dans la succession des conséquences du changement climatique. Des envahisseurs aussi petits que tenaces, les punaises de lit sont des parasites qui vivent dans des maisons et se nourrissent de sang humain ou d'animaux. Quels sont les facteurs d'existence et de prolifération de ces parasites et comment s'en débarrasser? Élément de réponse dans ce commentaire de Rafietou Beriko. Les punaises de lit ou les punaises des lits sont des espèces d'insectes parasites hétéroptères de la famille des Cimicidae présents dans diverses régions du monde et se nourrissent de sang humain. Leur prolifération est un problème grandissant et semble avoir un lien avec le réchauffement climatique. Plusieurs facteurs environnementaux, notamment les changements climatiques, expliquent cette connexion et les implications pour la santé publique. Le réchauffement climatique provoque des modifications significatives dans l'environnement en influençant la distribution et le comportement des organismes vivants. Les punaises de lit, comme les autres insectes, sont sensibles aux variations climatiques. Une augmentation de la température globale favorise la production et la survie de ces parasites. Avec des températures plus élevées, le cycle de punaises de lit s'accélère. Elles peuvent se reproduire plus rapidement, augmentant ainsi leur population de manière exponentielle, ce qui rend également plus difficile leur éradication. Le réchauffement climatique permet aux punaises de lit de coloniser de nouvelles régions, autrefois inhospitalières en raison des températures très basses.
Cette expansion géographique expose davantage de populations à ces parasites, augmentant ainsi le risque d'infestation. Le réchauffement climatique pourrait également jouer un rôle dans la capacité des punaises de lit à développer une résistance aux insecticides. L'augmentation des infestations de punaises de lit soulève de sérieuses préoccupations pour la santé publique. Bien qu'elles ne transmettent pas de maladies, les punaises de lit causent l'inconfort, le stress et les réactions allergiques chez certaines personnes. Parmi les facteurs qui contribuent à la prolifération des punaises de lit, le réchauffement climatique semble jouer un rôle significatif. Cela souligne de l'importance de lutter contre les changements climatiques et développer des stratégies efficaces pour contrôler et prévenir les infestations des punaises de lit à l'avenir. Savoir les reconnaître est donc essentiel pour agir rapidement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellence de nos programmes sur Green TV International.